L'email est arrivé au moment où mon père levait son verre pour porter un toast. À notre fils Steve, qui a enfin trouvé sa voie dans la vie, a-t-il dit, les yeux brillants d'une satisfaction que je n'avais pas vue depuis des années. Ma main a légèrement tremblé lorsque mon téléphone a vibré discrètement dans ma poche. Un email d'un expéditeur inconnu, avec un objet vide. Je l'ai ouvert tout en souriant aux paroles de mon père. Ne réagis pas. Il t'enregistre. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai gardé mon sourire forcé tandis que ma mère commençait à servir le dessert. Mon gâteau au chocolat préféré, qu'elle ne faisait que pour les occasions très spéciales. Le même gâteau qu'elle avait préparé pour ma remise de diplôme, pour mon premier emploi, pour ma sortie de la drogue. J'ai regardé autour de moi dans la salle à manger familiale. Le même papier peint à fleurs que ma mère refusait de changer depuis 15 ans. Les mêmes rideaux bordeaux qui filtraient la lumière dorée du coucher de soleil. Tout semblait normal, intime, sûr. Sauf mes parents. Je m'appelle Steve et, à 32 ans, je pensais avoir enfin regagné la confiance de ma famille. Après des années de lutte contre ma dépendance à l'héroïne, après avoir perdu plusieurs emplois, menti, volé, je pensais que mes 6 mois d'abstinence et mon nouveau travail d'informaticien avaient effacé mon passé. Mais tandis qu'il souriait et célébrait mon rétablissement, quelqu'un me disait que tout cela n'était qu'une mise en scène. Ma mère a incliné la tête d'une manière étrange lorsqu'elle m'a dit à quel point elle était fière de moi. Mon père a évité mon regard lorsqu'il a mentionné à quel point j'étais devenu responsable. De petits détails qui, pris isolément, ne signifiaient rien. Mais ensemble, ils formaient un schéma. L'email n'était pas signé, mais le numéro provenait d'un contact que je ne reconnaissais pas. Qui pouvait bien en savoir assez sur ma situation pour m'alerter? Et pourquoi maintenant? Steve, ça va? Tu as l'air distrait? M'a demandé ma mère, la voix chargée de cette inquiétude maternelle que j'avais appris à méfier au fil des années. Je pensais juste à combien je vous suis reconnaissant de m'avoir donné une seconde chance. Ai-je répondu, testant leur réaction. Son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. Mon père s'est éclairci la gorge et a rapidement changé de sujet pour parler de mon travail. Il cachait quelque chose. Et si quelqu'un m'enregistrait à mon insu, il n'y avait qu'une seule explication logique. Il rassemblait des preuves. Mais dans quel but? Le pire, c'est que j'avais vraiment changé. Ces 6 mois d'abstinence n'étaient pas un mensonge. J'avais fait un vrai travail sur moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me construisais une vie authentique. Mais apparemment, pour eux, j'étais toujours le même Steve menteur et manipulateur d'avant. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple réunion de famille s'est transformée en pire cauchemar de mes parents. J'ai fini mon dessert en silence, cataloguant mentalement chaque mouvement suspect, chaque regard échangé entre eux. S'ils m'enregistraient, c'est qu'ils avaient besoin de quelque chose de précis. Une confession, une rechute, une preuve que je n'avais pas vraiment changé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes années dans la rue m'avaient appris à lire les gens bien mieux qu'ils ne l'imaginaient. Et s'ils voulaient jouer à des jeux sales avec moi, je savais aussi jouer. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes pour gagner du temps et analyser la situation plus clairement. En passant par le salon, j'ai remarqué quelque chose que j'aurais dû remarquer plus tôt. La nouvelle lampe dans le coin, placée de manière étrange pour éclairer précisément le fauteuil où je m'asseyais toujours quand je leur rendais visite. La petite plante artificielle sur l'étagère, que ma mère détestait, mais qui était maintenant stratégiquement placée de manière à être visible depuis toute la salle à manger. Mes parents n'étaient pas des gens très technologiques. Mon père savait à peine se servir de la télécommande. Mais quelqu'un les aidait. Je suis retourné à la table et j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il suivait un script. Steve, comment se passe ton traitement à la clinique? Tu vas régulièrement à tes rendez-vous? M'a demandé ma mère, la voix chargée d'une inquiétude théâtrale. Je n'avais pas mis les pieds dans une clinique depuis 3 mois. J'étais clean, je travaillais, je payais mes factures. Mais elle a posé la question comme si elle savait que j'allais mentir. Maman, tu sais que je n'ai plus besoin de traitement. Je suis clean depuis 6 mois. Bien sûr, mon chéri. Nous savons que tu dis toujours la vérité, a répondu mon père en échangeant un regard significatif avec elle. C'est là que j'ai compris. Ils n'enregistraient pas pour me protéger ou par souci parental. Ils essayaient de me faire avouer quelque chose. Ils voulaient que j'admette une rechute, un mensonge, n'importe quoi qui confirmerait leurs soupçons que j'étais toujours le même toxicomane menteur qu'avant. Steve, tu es sûr que tu n'as pas pris d'argent dans mon portefeuille la semaine dernière? Il manque $100, a poursuivi ma mère, d'un ton plus direct. J'ai senti la colère monter, mais je suis resté calme. C'était le piège. Il voulait une réaction explosive, quelque chose qu'il pourrait utiliser contre moi plus tard. Maman, je travaille 40 heures par semaine. Pourquoi est-ce que je te volerais $100? Je demande juste, mon fils.
Les vieilles habitudes ont la vie dure, répondit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai compris leur manège. Mes parents étaient en train de monter un dossier contre moi. Mais pourquoi? Je ne vivais plus avec eux. Je ne dépendais pas financièrement d'eux. Ils n'avaient rien à me prendre, sauf l'héritage de mon grand-père. Mon grand-père avait laissé une somme considérable dans un fonds fiduciaire qui serait débloqué lorsque j'aurais atteint l'âge de 35 ans ou que j'aurais démontré une stabilité avérée pendant au moins 2 ans. La deuxième option me permettrait d'accéder à l'argent plus tôt, et avec 6 mois d'abstinence, j'étais sur la bonne voie. Mais si mes parents parvenaient à prouver que j'avais rechuté, que je mentais sur ma sobriété, que je représentais toujours un risque, ils pourraient contester mon éligibilité en tant qu'exécuteur testamentaire. Papa, je peux revoir le testament de grand-père? Je voudrais vérifier certaines clauses concernant le fonds. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a arrêté de manger en plein milieu d'une bouchée. Mon père s'est éclairé la gorge nerveusement. Pourquoi veux-tu voir ça maintenant, Steve? Ce n'est pas urgent. C'est juste par curiosité. Après tout, c'est 300 000 $. Je veux comprendre d'exactement quelles sont les conditions. Je vis le moment précis où ils comprirent que j'avais découvert la véritable raison de ce dîner. Le sourire forcé de ma mère vacilla. Mon père se mit à jouer avec sa fourchette. Steve, tu sais que nous voulons seulement ton bien. Si tu n'es pas vraiment prêt à assumer cette responsabilité. Responsabilité? C'est mon argent, papa. Grand-père me l'a laissé. Il a posé des conditions très précises, a interrompu ma mère, retrouvant son sang-froid. Et en tant qu'exécuteur testamentaire, nous avons le devoir de veiller à ce que ces conditions soient respectées. Exécuteur testamentaire. Ils avaient le pouvoir légal de débloquer les fonds. Et s'ils obtenaient la preuve que je ne respectais pas les conditions de sobriété, ils pouvaient reporter indéfiniment le déblocage. Le pire, c'est que j'avais vraiment changé. Je travaillais honnêtement, je payais mes factures, je reconstruisais ma vie. Mais pour eux, je serais toujours le toxicomane qui avait volé la bague de mariage de ma grand-mère pour acheter de la drogue 5 ans auparavant. Vous pensez que je ne mérite pas cet argent? Ai-je déclaré, sans poser la question. Ce n'est pas une question de mériter, Steve. C'est une question d'être prêt, a répondu mon père, mais sa voix trahissait des décennies de méfiance. C'est alors que j'ai reçu un autre email. Cette fois-ci, il y avait une pièce jointe. C'était une photo de ma table à manger, prise à l'intérieur de ma propre maison. Le message disait « Ils sont aussi chez toi. Faites attention à qui tu fais confiance. » Mon souffle s'est arrêté. Si quelqu'un avait installé des caméras chez mes parents, il en avait aussi installé chez moi. Je n'étais pas seulement filmé lors des visites familiales. Toute ma vie était documentée. Mais qui faisait cela? Et pourquoi m'avertir? J'ai regardé mes parents, qui continuaient à manger comme si de rien n'était, et une terrible prise de conscience m'a frappé. Ils n'étaient pas les seuls impliqués dans cette affaire. Il y avait quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles, quelqu'un qui avait accès à leur maison comme à la mienne. Quelqu'un qui connaissait ma routine, mes habitudes, mon histoire. Quelqu'un qui avait beaucoup plus à gagner que 300 000 $. J'ai avalé la dernière cuillerée de dessert et j'ai souri à mes parents, mais à l'intérieur, je réfléchissais. S'ils voulaient jouer sale avec moi, s'ils voulaient utiliser mon passé contre mon avenir, je devrais me rappeler les compétences que j'avais acquises dans la rue. Car la seule chose que mes années de toxicomanie m'avaient apprise mieux que la façon de me procurer de la drogue, c'était de repérer les menteurs. Et les menteurs laissent toujours des traces. Je quittais la maison de mes parents avec un sourire forcé et un « merci pour le merveilleux dîner », mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Si quelqu'un avait installé des caméras chez moi, je devais découvrir quand et comment. J'ai roulé lentement dans le quartier, en vérifiant constamment mon rétroviseur. 2 pâtés de maison plus loin, j'ai remarqué une Honda Civic argentée qui gardait la même distance depuis que j'avais quitté la maison de mes parents. J'ai fait 3 virages inutiles pour m'en assurer. Elle m'a suivi à chaque fois. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai fait semblant de faire le plein tout en observant. La voiture est passée sans s'arrêter, mais j'ai pu voir le profil du conducteur, un homme d'une 40aine d'années, portant des lunettes de soleil alors qu'il faisait presque nuit. Ce n'était certainement pas une coïncidence. En arrivant chez moi, j'ai résisté à l'envie de fouiller chaque pièce à la recherche de caméras. Si on m'observait, agir de manière suspecte ne ferait que confirmer que j'avais découvert quelque chose. Au lieu de cela, j'ai suivi ma routine habituelle. Une bière dans le frigo, la télévision allumée sur les informations, le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Mais tout en regardant les informations, je cataloguais mentalement chaque élément qui semblait hors de sa place. Le cadre photo tournait de 2 degrés vers la droite. La plante artificielle que je détestais, mais que j'avais reçue de ma mère le mois dernier. Le nouveau routeur Internet que le technicien
avait installé gratuitement la semaine dernière, en disant qu'il s'agissait d'une mise à jour de la compagnie. Mon sang s'est glacé. Le technicien. Je me souvenais parfaitement de la situation. Un jeune homme en uniforme, avec un badge de la compagnie Internet. Il a dit qu'il faisait des mises à jour gratuites dans le quartier pour améliorer la vitesse. Il est resté chez moi pendant près de 2 heures, prétextant que le signal était instable et qu'il devait calibrer certains équipements. Je travaillais à la maison ce jour-là, complètement concentré sur un projet urgent. Je l'ai laissé circuler librement dans la maison pendant que j'étais concentré sur mon ordinateur. Il avait largement le temps d'installer des caméras discrètes à des endroits stratégiques. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la société Internet. Après avoir attendu 15 minutes au téléphone et avoir été transféré 3 fois, j'ai enfin pu parler à un superviseur. « Nous n'avons pas prévu de mise à jour dans votre quartier la semaine dernière, monsieur », m'a-t-il dit, d'une voix empreinte d'une inquiétude sincère. « Et nous ne faisons absolument pas de visite non sollicitée. Vous devriez porter plainte. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ce n'était pas de la paranoïa. Quelqu'un s'était fait passer pour un technicien afin d'installer du matériel de surveillance chez moi. Mais qui avait les moyens et les connaissances techniques pour orchestrer un tel coup? Mes parents savaient à peine se servir d'une télécommande. Ils étaient manipulés autant que moi. C'est alors que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Steve, c'est Marcus, ton cousin. Je dois te parler en personne. C'est à propos de l'héritage de grand-père. Marcus, le fils du plus jeune frère de mon père, avocat d'affaires à Chicago. Il avait toujours été le brillant de la famille, celui que tout le monde admirait en secret et qui me traitait avec une condescendance à peine voilée depuis que j'avais commencé à prendre de la drogue. Marcus? Quelle surprise! On ne s'est pas parlé depuis quoi? 3 ans? Exactement. C'est pour ça que je dois te voir. Il y a certaines choses que tu dois savoir à propos du testament. Des choses que tes parents ne t'ont pas dites. Mon estomac s'est retourné. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Tu peux passer à mon bureau demain? C'est important, Steve. Très important. La communication était coupée, mais je restais les yeux rivés sur mon téléphone. Marcus ne s'était jamais intéressé à ma vie ou à mon bien-être. De toute la famille, il était le dernier dont j'aurais attendu un appel de solidarité. À moins que la solidarité ne soit pas son objectif. J'ai repensé à la chronologie des événements. Marcus était avocat spécialisé dans les successions. Il travaillait pour un grand cabinet, avait des relations, des ressources. Et surtout, il avait toujours été jaloux que grand-père ait laissé la plus grande partie de son héritage à moi, le mouton noir de la famille. Pendant les funérailles de mon grand-père, je me souviens l'avoir entendu dire à ma tante qu'il était injuste qu'un drogué hérite d'autant d'argent alors que les membres responsables de la famille ne recevaient que des miettes. Maintenant, il offrait son aide. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches approfondies sur Marcus en ligne. LinkedIn indiquait qu'il avait changé d'entreprise 6 mois auparavant. Son compte Facebook était privé, mais grâce à des amis communs, j'ai pu voir quelques photos publiques. Sur l'une d'elles, il était à un événement d'entreprise avec un homme que j'ai immédiatement reconnu. Le technicien qui était venu chez moi. Mon souffle s'est arrêté. La photo datait de 3 semaines. C'était une fête pour le lancement d'un produit technologique. Marcus souriait à côté de plusieurs hommes en costume, dont celui qui avait envahi ma vie privée en se faisant passer pour un employé de la société Internet. Ce n'était plus de la paranoïa. C'était un complot. Marcus n'était pas seulement au courant des caméras, il avait tout orchestré. Il avait utilisé ses ressources professionnelles pour engager quelqu'un qui pouvait installer du matériel de surveillance sans éveiller les soupçons. Il avait probablement convaincu mes parents que c'était pour mon bien, pour protéger l'héritage d'un toxicomane en voie de guérison. La question était maintenant de savoir combien d'autres personnes étaient impliquées. Et que comptait-il faire exactement avec ces enregistrements? J'ai décidé d'accepter de rencontrer Marcus, mais pas pour les raisons qu'il espérait. S'il voulait jouer, je jouerais aussi. Mais cette fois, c'est moi qui aurais les cartes en main. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur les équipements de surveillance, les méthodes de détection et, surtout, les lois sur la surveillance illégale. J'ai découvert qu'enregistrer quelqu'un sur une propriété privée sans son consentement était un crime fédéral, passible d'une lourde amende et d'une peine de prison. Marcus avait peut-être un diplôme en droit, mais j'avais quelque chose qu'il sous-estimait, des années d'expérience avec des gens qui me voulaient du mal. Et dans la rue, j'ai appris que la meilleure défense contre les conspirateurs est de devenir un meilleur joueur qu'eux. Le lendemain matin, j'ai acheté un enregistreur numérique discret et j'ai répété quelques phrases clés que je voulais que Marcus dise. S'il complotait contre moi, je le ferais avouer sans même s'en rendre compte. Car la différence entre lui et moi était simple. Il jouait pour protéger sa fierté et gagner de l'argent.
Je jouais pour protéger ma liberté et mon avenir. Et quand on n'a plus à perdre, on se bat plus durement. Alors que je me préparais pour le rendez-vous, j'ai reçu un autre email de l'expéditeur mystérieux. Il va essayer de te convaincre de signer quelque chose aujourd'hui. Ne signe rien. Fais-moi confiance. Qui que soit mon informateur anonyme, il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Mais pourquoi? Et comment cette personne était-elle au courant de tous les rouages de la conspiration? Ces questions devraient attendre. Marcus m'attendait, et j'avais un rôle à jouer. Le bureau de Marcus se trouvait au 23e étage d'un immeuble aux façades miroitantes dans le centre-ville. Pendant que l'ascenseur montait, j'ai testé l'enregistreur numérique caché dans la poche intérieure de mon blazer. Tout fonctionnait parfaitement. Je suis arrivé 15 minutes avant l'heure prévue, ce qui m'a laissé le temps d'observer la réceptionniste et le fonctionnement des lieux. Un cabinet d'avocats typique, mobilier coûteux, atmosphère intimidante, conçu pour que les clients se sentent petits. Marcus m'a accueilli avec un sourire qui ne trompait personne. Au cours des 5 dernières années, il avait pris environ 15 kilos et perdu la moitié de ses cheveux, mais il avait toujours cette arrogance de celui qui se croit plus intelligent que tout le monde. Steve, content de te voir. Cousin, comment vas-tu? Bien, Marcus. Merci d'avoir pris rendez-vous. Tu as dit que c'était à propos de l'héritage? Il m'a conduit dans son bureau, a fermé la porte et m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Steve, je vais être direct. Tes parents s'inquiètent pour toi. Nous y étions. Le scénario que j'attendais. Inquiet comment? Ils pensent que tu n'es peut-être pas tout à fait honnête au sujet de ta sobriété. Et en tant qu'exécuteur testamentaire de ton grand-père, je dois enquêter sur toute allégation susceptible d'affecter ton éligibilité. Je gardais une expression neutre, mais intérieurement, je souriais. Il suivait exactement le scénario que j'avais prévu. Marcus, je suis clean depuis 6 mois. J'ai un emploi stable, je paie mes factures. Oui, je sais. Mais vous comprenez que 6 mois, ce n'est pas très long, compte tenu de vos antécédents. La façon dont il a prononcé le mot « antécédent » reflétait tout le préjugé d'une famille qui ne m'avait jamais pardonné mes erreurs passées. Vos parents ont mentionné certaines incohérences dans votre comportement récent. Quel genre d'incohérence? Marcus a ouvert un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos imprimées, des captures d'écran de vidéo. Je me suis immédiatement reconnu. C'étaient des captures d'écran de vidéo prises en secret chez moi. Ces images suggèrent que vous pourriez être émotionnellement instable. Regardez celle-ci. Il m'a montré une photo de moi en train de crier au téléphone. Je me souvenais exactement de cette conversation. Je me disputais avec mon patron au sujet d'un délai impossible à respecter pour un projet. Mais hors contexte, cela ressemblait à une crise. Et celle-ci, a-t-il poursuivi en me montrant une autre photo de moi en train de pleurer dans la cuisine. Vos parents s'inquiètent que vous soyez déprimé ou que vous ayez recommencé à consommer. Je pleurais parce que j'avais regardé un documentaire sur les vétérans de guerre qui m'avait rappelé mon grand-père. Mais pris hors contexte, cela ressemblait à un signe d'instabilité mentale. Marcus, vous me montrez des photos prises chez moi. Comment mes parents ont-ils obtenu cela? Une lueur de satisfaction a traversé son regard. Il aimait me voir confus et sur la défensive. Ils ont installé quelques mesures de sécurité. Pour ton bien, Steve. Ils se soucient de toi. Des mesures de sécurité? Des caméras discrètes. Pour surveiller ton bien-être. Tout à fait légal, étant donné que tu as des antécédents de comportement autodestructeur. Ma respiration s'accéléra, mais pas de panique. De rage contenue. Il avouait tout, enregistrant sa propre confession. Alors vous m'avez espionné? Surveillé. Pour protéger le patrimoine familial. Steve, 300 000 $, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un avec ton passé. Grand-père a peut-être inclus ces clauses quand il avait encore espoir que tu t'en sortes, mais la réalité est que les toxicomanes restent rarement clean très longtemps. Il allait trop loin, en révélant plus qu'il ne le voulait. Depuis quand avez-vous planifié tout ça? Marcus s'est calé dans son fauteuil, se sentant clairement en contrôle de la situation. Steve, ton grand-père m'a nommé co-exécuteur testamentaire pour une raison. Il savait que quelqu'un devrait te protéger de tes propres mauvaises décisions. Si nous parvenons à prouver que tu n'es pas apte à gérer cette somme, à qui ira l'argent? Il serait redistribué entre les autres bénéficiaires. Ta tante Margaret, moi-même, tes parents recevraient des parts plus importantes. Bingo! Une motivation financière claire, admise dans l'enregistrement. Et les caméras, c'était votre idée. C'était ma suggestion, oui.
J'ai engagé une société spécialisée dans les enquêtes familiales. Très discrète, très professionnelle. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer comment un plan apparemment parfait peut se transformer en la plus grande erreur de la vie de quelqu'un. Marcus, puis-je voir le contrat avec cette entreprise? Il a hésité pour la première fois. Pourquoi voulez-vous voir ça? Par curiosité professionnelle. Je travaille dans le domaine de la technologie, vous vous souvenez? Ce doit être un système très sophistiqué. Son ego l'emporta sur sa prudence. Il ouvrit un autre fichier et me montra un contrat avec une entreprise appelée Meridian Security Solutions. Je pus voir le montant, 15 000 $ pour 3 mois de surveillance discrète à domicile. 15 000. Mec, vous avez pris ça au sérieux. L'investissement en vaut la peine pour éviter de gaspiller 300 000 $. J'ai continué à lire le contrat posé sur la table. Le nom du technicien qui s'était introduit chez moi était indiqué comme opérateur de terrain. David Chen. Ce David Chen, il est bon? Le meilleur. Ancien militaire, spécialiste en surveillance électronique. Pratiquement invisible. Marcus était clairement fier de son opération élaborée. Et plus il était fier, plus il me donnait de preuves. Combien de caméras a-t-il installées? Suffisamment. Salon, cuisine, bureau. Les endroits où tu passes le plus de temps. Et vous visionnez les enregistrements. Je les analyse moi-même chaque semaine. Je recherche des comportements indiquant une consommation de substances ou une instabilité mentale. Il se pencha en avant, sa confiance désormais totalement renforcée. Steve, je vais être honnête. Les preuves que nous avons déjà recueillies sont plus que suffisantes pour contester votre éligibilité. Vous avez fait preuve d'un comportement erratique, d'explosions émotionnelles, de troubles du sommeil. Des troubles du sommeil. L'insomnie est courante chez les consommateurs actifs. Vous restez éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Parfois, vous marchez dans la maison sans but apparent. Je restais éveillé tard pour travailler sur des projets freelance afin de gagner un peu plus d'argent. Mais pour lui, c'était une preuve de consommation de drogue. Marcus, vous croyez vraiment que je consomme à nouveau? Il m'a regardé avec cette expression de pitié condescendante que je détestais. Steve, statistiquement, 90% des héroïnomanes rechutent dans l'année qui suit. Tu fais peut-être des efforts, mais tes chances de réussite à long terme sont minimes. Il vaut mieux pour tout le monde que l'argent aille à des gens qui peuvent l'utiliser de manière responsable. Voilà. Il avait avoué non seulement le complot, mais aussi ses véritables motivations. Ce n'était pas pour protéger ma famille, c'était de la cupidité déguisée en inquiétude. Alors vous avez déjà décidé que j'allais échouer. Nous avons décidé de nous préparer à la réalité la plus probable. Je me suis levé de ma chaise, feignant la défaite. Marcus, vous avez raison. Je ne suis peut-être pas prêt à assumer cette responsabilité. Ses yeux brillèrent d'une victoire anticipée. Vous pouvez signer une renonciation volontaire. Cela simplifierait grandement la procédure pour la famille. Il poussa un document sur la table. Une renonciation formelle au droit sur l'héritage, déjà préparée et n'attendant plus que ma signature. Vous avez apporté ça tout prêt. Il vaut toujours mieux être préparé, Steve. Je regardais le document, feignant de le considérer attentivement. En réalité, je mémorisais chaque mot, chaque clause qu'il avait incluse. Je peux l'emporter chez moi pour y réfléchir. Bien sûr. Mais ne tardez pas trop. Plus le temps passe, plus nous risquons de découvrir des preuves gênantes. C'était une menace voilée. Si je ne signais pas volontairement, ils augmenteraient la pression. Je quittai le bureau avec la démission en main et le magnétophone dans ma poche, rempli de confessions incriminantes. Marcus pensait m'avoir intimidé pour que je me soumette. Mais dans l'ascenseur, j'étais déjà en train d'élaborer la deuxième phase de mon plan. S'ils voulaient jouer sale, j'étais sur le point de leur montrer que j'avais appris bien plus dans la rue que simplement comment me procurer de la drogue. J'avais appris que les prédateurs sous-estiment toujours leur proie. Et Marcus venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le lendemain matin, j'ai appelé Marcus. « Cousin, j'ai décidé de signer la démission. Tu avais raison sur tout. » Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix lorsque nous avons fixé un autre rendez-vous dans son bureau pour officialiser la décision. Il pouvait à peine cacher son excitation d'avoir réussi à manipuler le « drogué instable » pour qu'il renonce volontairement à 300 000 $. Mais cette fois, je n'y allais pas seul. 2 heures avant le rendez-vous, je me suis garé devant l'immeuble de Marcus et j'ai appelé mon contact à la société Internet, le superviseur qui m'avait confirmé qu'aucun technicien n'avait été envoyé chez moi. « Monsieur,
Nous avons réussi à localiser l'équipement non autorisé installé dans votre résidence. Le signal est transmis à un serveur privé enregistré au nom de Meridian Security Solutions. Parfait. Encore plus de preuves. Et il y a autre chose, a-t-il poursuivi. Nous avons découvert que quelqu'un accède à distance à votre connexion depuis des semaines. Il télécharge des fichiers depuis votre ordinateur personnel. Mon sang s'est mis à bouillir. Non seulement on m'espionnait, mais on volait mes données personnelles. Je suis arrivé au bureau de Marcus avec 15 minutes d'avance, mais cette fois-ci, j'étais accompagné. Le détective Rodriguez de la division des crimes informatiques et mon avocate, Sarah Chen. Ils ont attendu au rez-de-chaussée pendant que je montais. Marcus m'a accueilli avec ce sourire condescendant de quelqu'un qui pense avoir gagné. « Steve, je suis ravi que vous ayez vu raison. C'est mieux pour tout le monde. » Marcus, avant de signer, j'ai besoin de clarifier certaines choses. Vous avez mentionné hier que vous aviez engagé une société pour me surveiller? Oui, pour votre propre bien. Pourquoi cette question? J'ai discrètement activé l'enregistreur de mon téléphone portable. Une deuxième enregistrement ne fait jamais de mal. Je veux juste confirmer les détails. Meridian Security Solutions, c'est bien ça? Exactement. David Chen a fait un travail exceptionnel. 15 000 $ bien investis. Et ils ont installé des caméras chez moi à mon insu. Marcus a ri, se détendant complètement dans son fauteuil. Steve, vous avez signé un formulaire de consentement lorsque vous avez rendu visite à vos parents. Vous vous en souvenez? Ce document sur les mesures de sécurité familiale? Techniquement, vous avez autorisé la surveillance. Mon estomac s'est retourné. Il avait raison. J'avais signé un document pendant le dîner, pensant qu'il s'agissait d'une simple formalité concernant l'assurance habitation. En réalité, c'était une autorisation de surveillance. Très malin, Marcus. Merci. Maintenant, signons cette décharge et mettons cette affaire derrière nous. C'est alors que mon téléphone a sonné. Le détective Rodriguez. Marcus, excuse-moi. C'est un appel important. Je répondis devant lui, en mettant le haut-parleur. Monsieur Steve, ici l'inspecteur Rodriguez. Nous sommes au rez-de-chaussée de votre immeuble avec un mandat de perquisition pour Marcus Thompson. Pouvez-vous descendre, s'il vous plaît? Le visage de Marcus perdit toute couleur. Un mandat? De quoi parlez-vous? Je raccrochai et le regardai avec un calme que je ne ressentais pas. Marcus, hier, vous avez avoué avoir engagé des services de surveillance illégaux, accédé à mes données personnelles sans autorisation et conspiré pour me priver frauduleusement d'un héritage. Tout a été enregistré. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas légal. En fait, c'est tout à fait légal. Nous étions dans un lieu public, vous avez avoué de votre plein gré et je me défendais contre une conspiration criminelle. J'ai appuyé sur « Play » pour lancer l'enregistrement de la veille. Sa propre voix résonna dans la pièce. J'ai engagé une société spécialisée dans les enquêtes familiales. 15 000 $ pour 3 mois de surveillance discrète à domicile. Tu m'as trompé, s'écria-t-il en se levant de sa chaise. Non, Marcus. J'ai simplement utilisé les mêmes tactiques que toi. La différence, c'est que les miennes étaient légales. À ce moment-là, le détective Rodriguez entra dans le bureau avec 2 agents. Marcus Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la vie privée, accès non autorisé à des données personnelles, complot et fraude testamentaire. Pendant qu'il lui lisait ses droits, Marcus me regardait avec un mélange de haine et d'incrédulité. Tu as planifié tout ça. En fait, Marcus, c'est toi qui as tout planifié. Je n'ai fait que documenter. C'est alors que j'ai reçu un autre email de mon mystérieux informateur. Félicitations. Maintenant, regarde dans le tiroir droit de son bureau. Pendant que les policiers menottaient Marcus, je me suis approché du bureau. Dans le tiroir, il y avait un dossier intitulé « Projet Steve », contenant des documents détaillant toute la conspiration, le calendrier, les budgets et même les scripts des conversations que mes parents devaient avoir avec moi. Mais ce qui m'a choqué, c'est la dernière page. Un accord préliminaire transférant l'administration de l'héritage à Marcus en cas d'incapacité avérée du bénéficiaire initial. Il n'essayait pas seulement de me faire renoncer. Il prévoyait de me déclarer légalement incapable et de prendre le contrôle total de l'argent. « Détective, vous devriez voir ça », dis-je en lui tendant le dossier. Rodriguez feuilleta les documents et siffla doucement. « Ça change tout. Ce n'est pas seulement une atteinte à la vie privée, c'est une fraude à l'échelle fédérale. » Marcus s'était emmené lorsqu'il a crié une dernière fois. « Vous croyez que c'est fini? Vos parents ont toujours les enregistrements. Ils peuvent encore prouver que vous êtes instable. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours. En fait,
Marcus, à propos de ça. J'ai montré un autre document de mon dossier, une ordonnance du tribunal que j'avais obtenue la veille, sur la base des preuves dont je disposais déjà. Tous les enregistrements ont été confisqués comme preuve d'un crime informatique. Et mes parents? Eh bien, ils devront expliquer à un juge fédéral pourquoi ils ont participé à un complot contre leur propre fils. L'expression sur le visage de Marcus, lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées, est quelque chose que je garderai à jamais en mémoire. C'était le moment précis où il a réalisé qu'il avait complètement sous-estimé sa victime. Alors que je sortais du bâtiment, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Steve, la police est là. Ils veulent nous parler des caméras. Que se passe-t-il ? » « Maman, vous allez devoir répondre de vos choix. Tout comme j'ai dû répondre des miens pendant toutes ces années. » J'ai raccroché et j'ai regardé mon avocate. « Sarah, combien de temps Marcus risque-t-il ? » « Avec les preuves que nous avons, entre 5 et 10 ans. Et l'héritage ? Maintenant que le complot a été dévoilé, mon éligibilité n'est plus remise en question. L'argent m'appartient de droit. Mais la véritable victoire n'était pas les 300 000 $. C'était d'avoir prouvé que le drogué instable, qu'il méprisait, en était devenu plus intelligent, plus stratégique et plus déterminé qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu l'imaginer. Et le mystérieux informateur ? Eh bien, j'ai découvert son identité la semaine suivante. Il s'agissait de David Chen, le technicien que Marcus avait engagé. Apparemment, il avait enregistré toutes ses conversations avec Marcus pour se protéger juridiquement, et lorsqu'il a pris conscience de l'ampleur de l'opération, il a décidé qu'il ne voulait pas être complice de la destruction d'une famille. Parfois, même les mercenaires ont une conscience. 3 mois plus tard, j'étais assis dans le même café où tout avait commencé, mais cette fois de l'autre côté de la table. Marcus portait l'uniforme orange de la prison, menotté et escorté par 2 gardes. Ses yeux, autrefois arrogants, portaient désormais le poids de celui qui a découvert que le monde a des conséquences réelles. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez », a-t-il murmuré en évitant mon regard. En fait, Marcus, j'ai obtenu quelque chose de bien mieux. J'ai obtenu justice. Le procès avait été un spectacle. Grâce aux enregistrements, aux documents et aux aveux, le procureur avait monté un dossier si solide que même le meilleur avocat pénaliste que Marcus avait pu engager n'avait pas pu le sauver. 5 ans de prison fédérale pour complot, fraude testamentaire, atteinte à la vie privée et extorsion. Mais Marcus n'a pas été le seul à payer. Mes parents ont été accusés de complicité, ce qui leur a valu 2 ans de probation et une lourde amende. Plus importante encore que la sanction légale, il y avait la sanction sociale. L'histoire s'est répandue dans la petite communauté où ils vivaient. L'homme qui s'était toujours enorgueilli d'être un patriarche respectable était désormais connu comme celui qui avait trahi son propre fils pour de l'argent. Ma mère m'a appelé une seule fois après le procès. « Steve, nous voulions juste protéger la famille. » « Maman, vous vouliez protéger l'argent. Protéger la famille, ça aurait été de croire en la transformation de votre propre fils. » Elle a pleuré au téléphone, mais je n'ai pas eu pitié d'elle. J'ai eu pitié du garçon qui avait grandi en pensant qu'il ne serait jamais assez bien pour ses propres parents. Ce garçon méritait mieux. David Chen, le véritable héros de cette histoire, a obtenu l'immunité totale en échange de son témoignage. J'ai découvert par la suite qu'il avait perdu un frère d'une overdose d'héroïne et qu'en voyant Marcus comploter contre quelqu'un en voie de guérison, il avait décidé qu'il ne serait pas complice de la destruction d'une seconde chance. « Votre histoire m'a rappelé mon frère », m'a-t-il dit après le procès. « Il n'a jamais eu la chance que vous avez eue. Je ne pouvais pas les laisser vous enlever ça. » Parfois, les anges se déguisent en techniciens en électronique. L'héritage a été entièrement débloqué 3 semaines après le procès. 300 000 $ qui représentaient bien plus que de l'argent. Ils représentaient la validation, la liberté et la preuve que mon grand-père avait cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Mais utiliser cet argent à bon escient est devenu une obsession. Non pas à cause de pressions extérieures, mais parce que je voulais honorer la confiance que mon grand-père avait placée en moi. J'ai investi 100 000 $ dans mes études et j'ai terminé une formation en cybersécurité dont j'avais toujours rêvé. Ironiquement, le fait d'avoir été victime d'une surveillance illégale m'a donné une perspective unique sur la protection numérique qui a impressionné mes professeurs et mes camarades. J'ai placé 100 000 $ dans un fonds d'urgence et dans des investissements prudents. J'ai appris dans la rue que la sécurité financière n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour rester sobre. Les derniers 100 000 $, j'ai créé un fonds pour aider les personnes en rétablissement à reconstruire leur vie. Des programmes de formation professionnelle, une aide juridique, des logements temporaires. Des choses que j'aurais aimé avoir quand je sortais de la toxicomanie. La première personne que j'ai aidée était une femme de 40 ans nommée Lisa,
qui était clean depuis 8 mois mais ne trouvait pas d'emploi à cause de son casier judiciaire. Aujourd'hui, elle gère 3 de nos centres de désintoxication. Steve, tu m'as donné plus qu'une chance, m'a-t-elle dit à Noël dernier. Tu m'as montré que le passé ne détermine pas l'avenir. C'est drôle comme la vie fonctionne. Marcus a essayé d'utiliser mon passé de toxicomane pour me détruire. Il m'a finalement appris que ce même passé pouvait être ma plus grande force pour aider les autres. 6 mois après le procès, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Non par peur ou par honte, mais parce que je voulais prendre un nouveau départ, sans le poids des attentes et des préjugés de ceux qui ne me connaissaient que comme le drogué de la famille. Mon nouvel emploi dans la cybersécurité me rapporte plus en un mois que ce que je gagnais en 3 mois dans mon ancien travail. Mais la vraie richesse ne réside pas dans le salaire, mais dans la confiance que mon patron me témoigne, dans les projets importants qui me sont confiés, dans le respect de mes collègues qui ne voient en moi que Steve, le spécialiste de la protection des données. Personne au travail n'est au courant de mon passé de toxicomane. Non pas parce que j'en ai honte, mais parce que j'ai enfin atteint ce que j'ai toujours voulu, être jugé pour ce que je suis aujourd'hui, et non pour ce que j'étais hier. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre en prison. Elle était de Marcus. Steve, j'ai passé ces derniers mois à réfléchir à ce que tu m'as dit. Tu avais raison sur tout. L'argent n'a jamais été une question de protection de la famille, mais de mon ego blessé de ne pas avoir été choisi par grand-père. Je te demande pardon, non pas parce que je veux que tu me pardonnes, mais parce que tu méritais une meilleure famille que nous. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas par colère, mais parce que certaines blessures cicatrisent mieux dans le silence. Marcus doit trouver sa propre rédemption, tout comme j'ai trouvé la mienne. La leçon la plus importante que j'ai apprise n'était pas sur la vengeance ou la justice. Elle concernait la transformation. Pendant des années, j'ai laissé les gens me définir par mon pire moment. J'ai laissé le toxicomane que j'étais il y a 5 ans être plus réel que l'homme que je devenais. Marcus et mes parents ont commis la même erreur. Ils n'ont vu que le passé et ont complètement perdu le présent. Et en essayant de me maintenir prisonnier de l'ancienne version de moi-même, ils se sont retrouvés prisonniers de leur propre version. L'avocat cupide, les parents traîtres, les manipulateurs démasqués. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme qui a affronté la pire trahison possible, celle de sa propre famille, et qui en est sorti plus fort. Je vois quelqu'un qui a transformé la douleur en détermination, l'humiliation en motivation, l'isolement en indépendance. Et lorsque d'anciens doutes tentent de me murmurer que je ne méritais pas cet héritage, que je n'étais pas assez bon, que je ne serais jamais qu'un toxicomane en voie de guérison, je me souviens de Marcus en prison, de mes parents confrontés aux conséquences de leur choix, et de David Chen risquant sa carrière pour faire ce qui était juste. La vérité, c'est que les gens qui nous sous-estiment nous rendent un immense service. Ils nous donnent la motivation parfaite pour leur prouver qu'ils ont tort. Le mois dernier, j'ai ouvert le 2e centre de désintoxication. Lors de la cérémonie d'inauguration, j'ai regardé la foule d'anciens toxicomanes qui sont aujourd'hui des employés productifs, des familles réunies, des personnes qui ont découvert que les secondes chances existent vraiment. Et j'ai enfin compris le véritable héritage que mon grand-père voulait laisser. Ce n'était pas les 300 000 $. C'était l'opportunité de prouver que le changement est possible, que les gens peuvent évoluer, que le passé ne doit pas être une prison. Si cette histoire de trahison familiale et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires de personnes qui ont transformé leur plus grande trahison en leur plus grande victoire, prouvant que parfois, être sous-estimé est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Marcus, il purgeait sa peine dans une prison fédérale, où il participait à un programme de réinsertion professionnelle. Mes parents ont déménagé dans un autre état, loin des regards jugements de la communauté. Et moi? Eh bien, demain, nous inaugurons notre 3e centre de réinsertion, et j'ai enfin compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont trahis, mais de construire quelque chose d'aussi significatif que la trahison n'a plus aucune importance. Car au final, ceux qui passent leur vie à vouloir détruire les autres ne construisent jamais rien de durable. Mais ceux qui transforment la douleur en motivation laissent derrière eux un héritage qui transcende toute vengeance.